RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Alexandre Lafleur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission de la protection sociale au MEDEF-NC. Merci d'être avec nous ce matin pour revenir sur les assises du Covid qui se sont tenues vendredi à la CPS. Il y avait 150 participants. On en a parlé notamment dans les jeudis de l'économie sur Radio Rythme Bleu. L'idée, c'est de se préparer au mieux à l'introduction possible du variant Delta sur le territoire, puisque tout le monde s'accorde à dire que c'est une question de jours, de semaines. C'est difficile de savoir quand le variant Delta va arriver, mais oui, effectivement, le variant Delta, faut bien avoir en tête, on parle d'un variant qui aurait une charge virale de l'ordre de 1000 fois supérieure au virus originel. Donc on comprend bien que tous les modèles précédents ne fonctionnent plus, et notamment en termes de transmissibilité. On voit d'ailleurs partout dans le monde que tous les sas sanitaires tombent au fur et à mesure. Donc il n'y a aucune raison de penser que le nôtre finira pas par tomber. Donc l'idée est vraiment de se préparer au jour où ça arrivera. Il y a eu une modélisation notamment de l'IRD et des impacts sur notre système de santé. C'est inquiétant ce qui a été modélisé. C'est très inquiétant effectivement en termes de risque lorsque le virus rentrera sur le territoire. De toute façon, il suffit de voir ce qui se passe en Polynésie française, alors que la Polynésie française est déjà mieux préparée que nous puisqu'ils ont déjà eu le virus originel l'année dernière. C'est une véritable catastrophe qui se passe là-bas, sanitaire. Donc le but, c'est d'éviter d'être dans une situation pareille. Oui. Alors le MEDEF était à la manœuvre avec le CHT, avec beaucoup d'autres aussi partenaires sur ces assises du Covid, puisqu'il y a le volet économique, il y a le volet sanitaire aussi, tout ça est intimement lié. Vous avez formulé un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles vous voulez que la vaccination soit rendue obligatoire pour se préparer au mieux. C'est pas qu'on veut que la vaccination soit obligatoire, c'est comme d'ailleurs l'a dit Yannick Slamet lors des assises, la vaccination obligatoire, c'est pas l'unique solution, mais c'est la seule. C'est la seule parce que c'est la seule qui nous reste en fait. L'objectif, c'est quoi en termes de vaccination? Alors l'objectif, c'est de doubler et de passer à 60% de la population vaccinée sous un mois. Parce que c'est en termes de risque par rapport à l'arrivée du virus, il faut qu'on soit à ces 60% le plus rapidement possible, et donc se donner les moyens d'y parvenir. Comment faire pour réussir à faire le même score qu'on n'a pas réussi à faire en 8 mois, en l'espace d'un seul mois? Il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises pour lever tous les freins justement au niveau de la vaccination. Je pense notamment à l'ouverture donc des centres de vaccination 7 jours sur 7 et sans rendez-vous. Puisqu'on sait très bien que prendre des rendez-vous est un frein et que pour certains, notamment qui sont limités en termes de déplacement, c'est bloquant. Notre possibilité qu'on pousse, c'est d'utiliser d'autres vaccins que le vaccin Pfizer, puisqu'on a vu notamment par une enquête au niveau du Grand Nouméa qu'à peu près 20% de vaccination supplémentaire pourrait avoir lieu si on avait d'autres vaccins sur le territoire. Donc ça fait partie d'un ensemble de mesures, et notamment également en termes de communication, pour atteindre ces objectifs. Vous pensez que c'est jouable en un mois ? La question n'est pas de savoir si c'est jouable, c'est est-ce qu'on est capable de se donner les moyens de le faire, et est-ce qu'on est capable d'y aller en fait. Alors la vaccination, on parle souvent aussi quand il y a obligation vaccinale de passe sanitaire, ça aussi c'est une des questions qui était sur la table. Oui, tout à fait. Enfin, le pass sanitaire est souvent, en fait, on pense souvent à l'utilisation qui en est faite plutôt qu'à l'outil en lui-même. Alors que l'outil en lui-même est très bon et en fait c'est le meilleur outil pour permettre justement de garder le secret médical concernant la vaccination. C'est le meilleur outil en termes de contrôle. Donc l'outil en soi, il faut qu'on le déploie le plus rapidement possible sur le territoire. Actuellement, il est utilisé uniquement pour les voyageurs sortant du territoire et on est sur un rythme de 300 passes par mois, ce qui est loin d'être suffisant si on veut déployer cet outil pour l'ensemble de la population. Mais le pass sanitaire, il n'a pas vocation à être utilisé s'il n'y a pas de Covid sur le territoire. Tout à fait. L'idée, c'est bien de se préparer à l'introduction du variant Delta. Donc, effectivement, l'outil n'a pas à être utilisé avant l'introduction du virus, mais dès l'introduction du virus, on en aura besoin et on en aura besoin pour tout le monde. Donc, il faut pas attendre que le virus soit là pour le déployer. Avec des conséquences aussi sur le monde de l'entreprise. Notamment au niveau du MEDEF, vous avez réfléchi à un certain nombre de choses au niveau des contrats de travail en cas de non-présentation de ce pass sanitaire ou... Alors, il y a effectivement des conséquences plutôt au niveau de l'introduction du virus, et notamment en cas de troisième confinement. Mais
Effectivement, on a réfléchi à ce que pourrait être une obligation vaccinale par rapport en regardant les textes actuels, notamment, et on a discuté déjà en tête-à-tête avec les syndicats de salariés, et il faut qu'on débatte davantage au niveau du CDS. Mais il y a effectivement la volonté de tout le monde, c'est de manière générale de limiter l'impact sur l'emploi de ce risque sanitaire et limiter l'impact sur l'emploi également de cette obligation vaccinale. Donc à l'heure actuelle, les textes prévoient soit des non-accès à l'emploi, c'est-à-dire des non-recrutements, soit des licenciements, et c'est le cas en Nouvelle-Calédonie comme en France. Et ce qu'on voudrait, c'est plutôt que de parler de licenciement dans la période actuelle, c'est parler plutôt de suspension temporaire de contrat le temps de la crise. Et donc les gens seraient écartés, les CDD notamment, c'est ça ? Il y a beaucoup de choses encore qu'il faut qu'on discute parce que il y a rien encore de figé sur le sujet, mais il y a une volonté commune en tout cas d'atteindre cet objectif de limiter au maximum les licenciements, parce qu'on a déjà beaucoup de licenciements dus à la crise, et si le variant Delta, il ne faut pas qu'il y en ait davantage. Alors il y a une part de la population qui est évidemment opposée à ce pass sanitaire, on le voit en métropole avec des rassemblements, ça a été le cas aussi en Nouvelle-Calédonie et c'est le cas encore ce matin. Comment vous comptez convaincre les gens de l'utilité de ce pass, parce que pour vous, c'est ce que vous avez dit il y a quelques instants, c'est un outil qui est intéressant. Alors, encore une fois, il y a plusieurs éléments par rapport à l'utilisation de cet outil. Ce qui est beaucoup critiqué, notamment en métropole, c'est l'utilisation pour empêcher l'accès à certains services, ce qui n'est pas forcément l'approche qui est envisagée en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, c'est pas forcément celle qu'on a en tête, nous. Ensuite, il y a en fait un vrai sujet de mésinformation, que ça soit sur le virus, et notamment le variant Delta, que ce soit sur les vaccins, puisque il y a des études, de très nombreuses études scientifiques sur les vaccins, et notamment le vaccin Pfizer, qui montrent bien leur impact, mais également tous les effets secondaires, et le fait que justement c'est soit le vaccin avec le moins d'effets secondaires qui existe à l'heure actuelle. Et il y a ensuite une notion effectivement de liberté individuelle. Sur ce point, le comité d'éthique s'est prononcé et a confirmé qu'il était favorable à la vaccination obligatoire. Donc il y a également beaucoup de vaccins qui existent, qui sont obligatoires en Nouvelle-Calédonie et depuis très longtemps. Donc il n'y a rien qui empêche l'introduction d'un nouveau vaccin obligatoire d'un point de vue éthique. L'autre question, c'est évidemment nos capacités hospitalières. On en a parlé très rapidement. Là aussi, vous recommandez de recruter. Oui, enfin c'est pas que du recrutement en fait, mais effectivement on a en théorie 49 lits qui permettent donc les hospitalisations, sauf que en pratique on a le personnel que pour 20. Et lorsqu'on a vu comment se sont passés les premiers confinements, en fait, on a mis tous les cas à risque et pas forcément en besoin d'hospitalisation à l'hôpital pour les isoler. Dès qu'on savait qu'ils étaient positifs. C'est pas une stratégie qu'on peut continuer avec le variant Delta, parce que le variant Delta, c'est un risque qui est tout autre. Donc beaucoup plus de malades attendus finalement. Oui, et surtout, comme j'ai dit, avec une charge virale aussi importante, on a des formes généralement plus graves. Donc le but c'est d'une part, utiliser davantage les hôtels pour isoler les patients qui ont qui sont touchés par le Covid, mais qui n'ont pas de forme justement entre guillemets grave. Et effectivement, recruter notamment tout ce qui est infirmier au niveau du CHT, au niveau du secteur de la réanimation. Il y a un chiffre qui a été annoncé. Pour armer ces 49 lits de réanimation, il faudrait 144 infirmiers formés. On en a une trentaine actuellement sur le territoire. C'est exactement ça. Et c'est des formations qui prennent 6 semaines. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas possible de prendre des infirmiers des autres services pour les former. C'est juste, on a un manque de personnel flagrant dans tous les secteurs au niveau du Médipôle. Donc on a besoin de recruter. Donc on se compare souvent à la Polynésie française, mais finalement la situation ici pourrait être pire en cas d'introduction du virus ? Alors les projections à l'heure actuelle prévoient effectivement un besoin au niveau du pic, en tout cas si on fait tout bien, après l'introduction du virus, un besoin en termes de lits à hauteur de 60 lits, si je dis pas de bêtises, pendant une période assez longue et au bout d'à peu près d'un mois.
on n'a pas ces lits, on n'a pas ces capacités. Donc oui, enfin, il pourrait y avoir des conséquences vraiment au moins aussi catastrophiques que ce qui se passe en Polynésie. Et ça, pour le juguler, la vaccination, si on arrive à 60%, ça permettrait quand même de limiter cet impact? Tout à fait, et d'ailleurs on le voit aussi en Polynésie, puisqu'il y a certaines îles en Polynésie où la vaccination est très importante, et on a des chiffres qui montrent que la crise est beaucoup moins prononcée dans ces îles que dans les autres. Et capacité de dépistage, ça aussi c'est un volet important. On n'a pas assez de tests PCR sur le territoire? Oui, alors à l'heure actuelle, on a une capacité de l'ordre de 800 tests PCR, 800 tests PCR par jour, alors qu'en Polynésie, pour l'instant, ils en utilisent à peu près 2500. On estime que par rapport à notre population, il nous en faudrait au moins 3000. Donc il faut effectivement multiplier quasiment par 4 notre capacité de test PCR, mais également utiliser les tests antigéniques en préaligne parce qu'ils sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus faciles d'accès. Et cela serait peut-être intéressant aussi pour le fameux pass sanitaire, les gens qui veulent pas se faire vacciner mais qui pourraient se faire tester pour obtenir le sésame? Encore une fois, ça dépend de l'utilisation du pass sanitaire. Donc laisse les élus, parce qu'on parle bien de recommandations qu'on fait aux élus. Hein. Donc c'est les élus qui étaient d'ailleurs très fortement représentés aux assises, qui sont la manette, qui doivent prendre des décisions sur ce sujet. Oui, justement, j'allais y venir. 150 participants un petit peu à peu près de la société civile. Il y avait tous les groupes au Congrès et puis un certain nombre d'élus aussi du gouvernement qui étaient là. Oui, on avait une bonne partie des élus du gouvernement, quasiment tous les groupes du Congrès. On avait plusieurs directions du gouvernement. On avait le monde médical qui était fortement représenté, avec notamment le comité d'éthique, la chambre des médecins, les médecins libéraux comme au niveau du CHT. Et puis le monde socio-économique avec la majorité des syndicats de salariés. Ouais, les politiques, vous les avez sentis concernés, à l'écoute? Ils se sont fortement exprimés lors des assises, donc oui, ils sont non seulement à l'écoute, mais effectivement concernés. Vos revendications, vous avez transmis au Congrès, au gouvernement, c'est ça, la suite? Tout à fait. Alors, la volonté, c'est bien de faire de ce risque Covid une vraie cause pays et vraiment la priorité numéro 1 du pays, et que la communication au niveau des médias notamment le considère en tant que tel. En tout cas, on a l'impression que pour les politiques, cette partie-là est bien passée. Et effectivement, on demande maintenant l'élargissement d'une cellule d'anticipation qui a existé lors de l'introduction du virus, mais qu'on la lance avant l'introduction du virus et on la lance en l'élargissant non seulement au gouvernement, mais également à toutes les organisations concernées, que ce soit donc le monde médical ou le socio-économique. Donc c'est cette cellule de pilotage Covid qui prendra la suite des assises? En tout cas, c'est notre volonté. Il n'y aura pas d'autres assises à venir, a priori Il est trop tôt pour se prononcer sur le sujet et ça reste une possibilité suivant comment ça évolue. Ça évolue. Dans tous les cas, effectivement, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais les choses peuvent évoluer. Merci beaucoup Alexandre Lafleur. Je rappelle que vous êtes président de la commission de la protection sociale au MEDEF-NC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.